Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers élèves, bonjour. Cette vidéo est la suite de la vidéo précédente, étude expérimentale de la contraction musculaire. Enregistrement des réponses du muscle à des stimulations électriques. Rappelez-vous, pendant la vidéo précédente, on a parlé du dispositif expérimental adopté dans l'enregistrement des réponses du muscle vis-à-vis des stimulations électriques différentes. En effet, on a plusieurs cas de figure. Le premier cas, c'est lorsqu'on applique une seule excitation efficace. Dans ce cas-là, on va avoir, c'est ce qu'on appelle une secousse musculaire. La secousse musculaire, comme vous voyez, elle est composée de trois phases essentielles. La phase A, la phase B et la phase C. Pendant la phase A, cette phase est appelée phase de latence. C'est la phase qui sépare l'instant de la stimulation et le début de la réponse. Cette phase se traduit par le temps nécessaire à l'influx nerveux pour arriver au muscle. Puis, on a la phase B, la phase de contraction. Pendant cette phase, le muscle se raccourcit. On assiste à un raccourcissement du muscle. Puis, la phase C, c'est la phase de relâchement. Pendant cette phase, le muscle reprend ses dimensions initiales et chaque secousse a une amplitude. L'amplitude se traduit par le raccourcissement maximal du muscle. Voilà, lorsqu'on applique une seule excitation efficace, on va avoir une secousse musculaire isolée. Et voilà. Notez bien que le stimulus est dit efficace ou bien supraliminaire lorsqu'il atteint la valeur seuil ou bien l'aréobase. Voilà, pour conclure, une secousse musculaire isolée est la réponse d'un muscle à une excitation unique et efficace. En réponse à cette stimulation, le muscle se contracte rapidement puis se relâche. La secousse musculaire est subdivisée en trois phases. Phase de latence, elle correspond au temps nécessaire à l'arrivée de l'influx nerveux au muscle. La phase de contraction, c'est l'intervalle de temps entre le début de raccourcissement et son maximum. Ça veut dire le raccourcissement maximal. La phase de relâchement, pendant cette phase, le muscle reprend ses dimensions initiales. Maintenant, on applique des excitations isolées, mais d'intensité croissante. Ça veut dire que تتزاد الشدة ديال التهيج. مثلا الشدة ديال التهيج الثاني أكبر من الأول وهكذا. كل ما كنزيدو في هذا الاتجاه كتزاد شدة التهيج. Dans ce cas-là, on va avoir la figure devant vous. Alors, pour la première excitation, on voit que cette excitation n'a pas donné une réponse. Pour cela, on dit que cette excitation elle est infraliminaire. Ça veut dire qu'elle n'atteint pas le seuil ou bien l'aréobase. Donc, le myogramme ne présente aucune secousse musculaire. Parce que ما وصلتش العتبة. Mais si on prend la deuxième excitation jusqu'à la 9e, on voit qu'il y a une réponse. Il y a 10 secousses musculaires. Et on voit également que l'amplitude, donc l'amplitude des secousses musculaires augmente en passant de la deuxième excitation à la 9e excitation. Voilà. Donc,
de la deuxième excitation à la 9e, l'amplitude des secousses musculaires enregistrées augmente progressivement en fonction de l'intensité de la stimulation. Alors, pour l'excitation 10 jusqu'à 12, on voit que, et on constate que l'amplitude reste constante, malgré que l'intensité continue à se croître. Voilà. Donc on obtient une contraction avec une amplitude maximale qui reste constante malgré l'augmentation de l'intensité de la stimulation. Maintenant, que peut-on expliquer ces résultats? Pourquoi ici on a augmentation progressive de l'amplitude et pourquoi on a ici une stabilisation au niveau de l'amplitude malgré l'augmentation de l'intensité de la stimulation. Pour expliquer ces résultats, je vais prendre ce schéma, un muscle qui est constitué des unités motrices. Voilà, j'y mets en rouge les unités motrices excitées et en rose les unités motrices non excitées. Alors je vais prendre le même schéma. On a dit que la première excitation n'a pas donné une réponse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les unités motrices ne sont pas excitées. Pourquoi? Parce que l'intensité ici de la première stimulation n'a pas atteint l'aréobase. Donc depuis la deuxième excitation jusqu'à la 9e, on a dit que l'amplitude de la secousse augmente. Cette augmentation se traduit normalement par augmentation du nombre des unités motrices excitées. Voilà, jusqu'à ce que la totalité des unités motrices devient excitée. Mais au-delà de la 9e excitation, on remarque que l'amplitude reste constante malgré que l'intensité augmente. Pourquoi? Parce qu'on a dit que la totalité des unités motrices sont excitées, donc c'est la contraction maximale. Pour conclure, une augmentation de l'intensité de la stimulation va provoquer une augmentation du nombre des cellules musculaires qui se contractent, ce qui va se traduire par une augmentation de l'amplitude de la réponse musculaire. Lorsque toutes les fibres du muscle ont été recrutées, elles se contractent toutes et on atteint alors l'amplitude maximale de la contraction. C'est tout simplement la loi de recrutement. Maintenant, on va passer au deuxième cas. Donc, bien sûr, c'est le cas de deux excitations efficaces de même intensité mais de fréquence variable. Alors, on va obtenir trois figures. La figure A, la figure B et la figure C. Donc, pour A, on a deux secousses musculaires suite à deux excitations efficaces. Mais ces deux secousses musculaires sont isolées. Pour B, on aura une fusion incomplète des deux secousses musculaires. Et pour C, on a deux secousses musculaires, mais qui sont fusionnées, une fusion complète. On obtient la figure A lorsqu'on applique la deuxième stimulation après la phase de relâchement de la première secousse. On voit bien ici que les deux stimulations sont éloignées dans le temps. Et voilà. Donc quand les deux stimulations sont suffisamment éloignées, on enregistre deux secousses musculaires isolées de même amplitude. On voit que l'amplitude c'est le même et de même durée. Pour B, ça veut dire la fusion incomplète de deux secousses musculaires.
On obtient ce cas-là lorsqu'on applique la deuxième excitation pendant la phase de relâchement de la première secousse. Bien sûr, les deux excitations sont un petit peu rapprochées. Et on parle dans ce cas-là d'une fusion incomplète des deux secousses musculaires, mais on remarque que l'amplitude de la deuxième secousse est plus grande par rapport à l'amplitude de la première secousse. Pour la figure C, c'est une fusion complète des deux secousses musculaires. Pourquoi? Parce qu'on applique la deuxième stimulation pendant la phase de contraction de la secousse, de la première secousse. Pour cela, on va avoir bien sûr une fusion complète des deux secousses qui apparaissent comme s'il n'y a qu'une seule secousse d'une amplitude plus grande. Voilà les trois cas lorsqu'on applique deux excitations efficaces. Maintenant, passons au troisième cas, c'est le cas d'une série d'excitations efficaces successives de même intensité mais de fréquence variable. Alors on va obtenir deux figures. Voilà. Donc pour la figure D, chaque stimulation, on a ici une série de stimulations. Regardez, ce sont des stimulations. Chaque stimulation est faite durant la phase de relâchement de secousse précédente. Pour la figure E, on voit bien que les stimulations sont très rapprochées de façon à ce que chaque stimulation est faite durant la phase de contraction de la secousse précédente. Alors pour la figure D est appelée tétanos, tétanos imparfait, et pour la figure E, on parle d'un tétanos parfait. Réponse du muscle aux stimulations successives et prolongées. Ça veut dire on va parler de la notion de la fatigue musculaire. Alors, on voit sur cette figure que malgré l'application des stimulations ici, on voit que l'amplitude diminue progressivement jusqu'à ce que ça annule. Donc cette annulation et cette diminution de l'amplitude se traduit par la fatigue musculaire. Voilà. Si on compare entre les secousses musculaires d'un muscle qui est frais et un muscle lors de la fatigue musculaire, on voit très clairement que l'amplitude diminue. Voilà l'amplitude en rouge d'un muscle fatigué et en bleu l'amplitude d'un muscle qui est frais. Donc cette fatigue se traduit par une diminution de l'amplitude et on voit également que la phase de relâchement du muscle fatigué elle est très longue, très prolongée par rapport à la phase de relâchement d'un muscle frais. Voilà. Donc, comme je disais tout à l'heure, la figure A montre une diminution progressive de l'amplitude des secousses jusqu'à l'immobilité complète du muscle. Il se produit donc une fatigue progressive du muscle. Pour la figure 2, ou la figure B, il montre la fatigue musculaire qui se manifeste par donc, les caractéristiques d'un muscle fatigué sont une diminution progressive de l'amplitude de secousse musculaire et également une augmentation de la durée de la phase de relâchement.